Cette vidéo aborde les luxations de l'articulation gléno-humérale et traite les encoches traumatiques de Hill-Sachs et les lésions de Bankart qui y sont liées. Nous aborderons ensuite les fractures de la scapula et les fractures proximales de l'humérus. Puis, nous étudierons rapidement l'épaule pédiatrique et les pathologies de la coiffe des rotateurs. L'articulation gléno-humérale est particulièrement sujette aux luxations en raison du fait que l'épaule a une grande amplitude de mouvement et que la surface articulaire entre la tête humérale et la cavité glénoïde est relativement petite. La luxation antérieure est de loin la plus courante et se produit dans environ 95% des cas. Elle résulte généralement d'une rotation externe et d'une abduction. Les luxations postérieures sont relativement rares, observées dans environ 2 à 4% des cas. Elles sont souvent causées par la tétanisation musculaire, telle qu'une crise comiciale, un délirium très mince, une électrocution. Elle est alors souvent bilatérale, mais par expérience, la plupart sont causées par un traumatisme direct sur l'épaule, lorsque le bras est en extension et en rotation interne. Classiquement, on retrouve cette luxation au rugby. Enfin, la luxatio erecta est une luxation inférieure de l'articulation gléno-humérale et elle est extrêmement rare. Elle est causée par une hyperabduction sévère du bras, le col de l'humérus heurtant l'acromion. Afin de reconnaître une luxation antérieure, il faut apprécier comment s'est déplacée la tête humérale par rapport à la glène sur différentes projections radiographiques. Sur la vue antéro-postérieure, la tête humérale est antérieure à la glène et inférieure à l'apophyse coracoïde, vers les côtes. Sur la vue axiale, la tête humérale est en avant de la glène, vers l'apophyse coracoïde. Et enfin, sur le faux profil de l'ami, la tête humérale est en avant de la jonction du Y, vers les côtes. Voici le bord médial de la tête humérale. Il recouvre le bord postérieur de la glène. Plus important encore, elle chevauche le bord antérieur de la glène et la tête de l'humérus se retrouve en dessous de l'apophyse coracoïde et se déplace vers les côtes. Regardez les tissus mous. Remarquez leur aspect carré qui est la présentation clinique classique d'une luxation antérieure. Donc, quoi? Une luxation? Où? De l'articulation gléno-humérale droite. Comment? Antérieure. Pour écrire cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions il y a une luxation antérieure de l'articulation gléno-humérale de l'épaule droite. Analysons une luxation antérieure sur les incidences de profil et axiales. Commençons avec le faux profil de l'ami, ici à gauche. Nous avons une branche du Y, formée par l'acromion, puis une autre formée par l'épine de la scapula, et la branche verticale formée par le corps de la scapula. Nous savons que la glène se situe au centre de ce Y, et que la tête humérale vient chevaucher la glène. Or, ici, on voit que la tête humérale est située sous l'acromion, en avant des côtes. La tête humérale s'est donc déplacée vers l'avant par rapport à l'articulation gléno-humérale. Nous avons donc une luxation antérieure. Analysons maintenant le profil axillaire, à droite. Commençons par nous repérer anatomiquement. Tout d'abord, voici la clavicule. Et nous savons qu'à l'extrémité latérale de la clavicule se forme l'articulation acromioclaviculaire. Donc, en toute logique, nous retrouvons ici l'acromion. Ici se trouve l'apophyse coracoïde. La cavité glénoïde est donc maintenant facile à identifier. La tête humérale doit reposer sur la glène. Vous pouvez clairement voir que dans ce cas, la tête humérale s'est déplacée antérieurement vers l'apophyse coracoïde et vers les côtes. Nous avons donc une luxation antérieure. Les luxations sont régulièrement accompagnées de fractures, et les luxations antérieures sont souvent associées à une encoche de Hill-Sachs, aussi appelée encoche de Malgaigne. Il s'agit d'une fracture par impaction de la face postérolatérale de la tête humérale. Regardons de plus près l'incidence de face. Nous pouvons voir une ligne sclérotique très dense au niveau du bord latéral de la tête humérale.
qui correspond à une fracture par impaction. Maintenant, regardons le profil axillaire à droite. Lorsque la tête humérale se luxe antérieurement et qu'elle atteint la résistance maximale de la capsule articulaire, elle se rétracte postérieurement contre la glène. Et c'est cette compression qui crée la fracture connue sous le nom d'une encoche de Hill-Sachs. Voici l'incidence de l'AMI du cas précédent. Il s'agit du même cliché, mais celui de droite est à noter pour faciliter la compréhension. La tête humérale s'est déplacée vers l'avant par rapport à la glène. Nous pouvons voir à l'intérieur de la tête humérale, donc représentée ici en rouge, une ligne scléreuse dense, marquée en jaune, représentant la fracture impaction correspondant à l'encoche de Hill-Sachs. Parfois, ces luxations peuvent entraîner des fractures du rebord inférieur de la glène. C'est ce que l'on appelle une lésion de Bankart osseuse. Il existe également une lésion de Bankart fibreuse de la capsule articulaire qui n'est pas visible à la radiographie, mais plutôt à l'IRM ou au scanner. Le terme Bankart osseux est donc spécifique à une fracture associée. Quoi? On retrouve une fracture ou du bord inférieur de la glène droite. Comment? Une lésion osseuse de Bankart. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture de type Bankart osseux du bord inférieur de la glène droite. Les luxations postérieures de l'articulation gléno-humérale passent souvent inaperçues. Cela pourrait être expliqué par le fait que la plupart sont des subluxations plutôt que de vraies luxations. Puisque la tête humérale est maintenue en rotation interne fixe, sur l'incidence de face, le tubercule majeur n'est plus visible de profil, et la tête ressemble donc à une ampoule. Le tubercule majeur de l'humérus droit n'est plus visible car le bras est maintenu en rotation interne fixe. Par conséquent, la tête de l'humérus ressemble maintenant à une ampoule. Observez l'espace articulaire. Le bord médial de la tête humérale ne se superpose plus au bord postérieur de la glène. En effet, il existe un espace clair entre la tête de l'humérus et de la glène. Ces signes combinés indiquent une luxation postérieure. Donc quoi? Une luxation ou de l'articulation gléno-humérale droite. Comment? Postérieure. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une luxation postérieure de l'articulation gléno-humérale droite. Sur cette incidence de Grachet, donc pour rappel, cette incidence est réalisée le patient dos au capteur en oblique postérieur entre 30 et 45 degrés avec un rayon descendant et la main en supination. Donc sur cette incidence, nous pouvons voir que le bord médial de la tête humérale se superpose désormais avec la glène. Cette augmentation de densité en croissant rappelle l'apparence d'une demi-lune. Ce signe est typique d'une luxation inféro-postérieure incomplète de l'articulation gléno-humérale. Donc on reprend notre classique quoi? Une luxation ou de l'articulation gléno-humérale gauche. Comment? Postérieure. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une luxation postérieure de l'articulation gléno-humérale gauche. Les luxations postérieures sont souvent associées à des fractures impaction. Pour résumer, une encoche de Hill-Sachs est une fracture impaction de la face postéro-latérale de la tête humérale. Et une encoche de Hill-Sachs inverse est une fracture par impaction de la face antéromédiale de la tête humérale. Sur le cliché de face, à gauche, nous pouvons voir que le bras est maintenu en rotation interne, parce que vous voyez, on ne voit plus le tubercule majeur, ce qui donne une apparence d'ampoule. Si nous regardons de près le bord antérieur de la tête humérale,
nous pouvons voir une ligne sclérosée, dense, indiquant une fracture impaction. Regardons maintenant le profil axillaire à droite. Donc on retrouve ici la clavicule, la clavité glénoïde, le processus coracoïde et donc l'acromion. La tête humérale s'est donc déplacée vers l'arrière et n'est plus en communication avec la glène. Reprenons notre quoi. Donc c'est une fracture luxation ou de l'articulation gléno-humérale droite. Comment? Postérieure avec une encoche de Hills inverse. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une luxation postérieure de l'articulation gléno-humérale droite avec une encoche de Hill-Sachs inverse. Voici le même patient que pour la diapositive précédente, mais avec une marque rouge représentant la ligne scléreuse de la fracture par impaction. La luxatio erecta est une luxation inférieure de l'articulation gléno-humérale qui est extrêmement rare. Le patient arrive avec une hyperabduction sévère du bras affecté et il se présentera probablement à vous en tenant sa tête. Le diagnostic est donc principalement clinique, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'imagerie. Cependant, les clichés sont utiles pour exclure une fracture associée. Quoi? Une luxation ou de l'articulation gléno-humérale droite. Comment? Inférieure ou luxatio erecta. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions il y a une luxation inférieure de l'articulation gléno-humérale droite. La luxation supérieure de l'articulation gléno-humérale est extrêmement rare. C'est d'ailleurs la plus rare que vous puissiez rencontrer. La raison la plus probable de la migration supérieure de la tête humérale est une déchirure chronique de la coiffe des rotateurs. Elles sont rarement observées chez des patients de moins de 40 ans. L'insuffisance de la coiffe des rotateurs entraîne une migration supérieure de la tête humérale. Si la tête humérale empiète sur l'acromion, elle l'érode avec le temps. Dans cet exemple, la subluxation supérieure est secondaire à la polyarthrite rhumatoïde et n'est pas due à un traumatisme. Les fractures de la scapula passent souvent inaperçues. Elles sont causées par des traumatismes à haute énergie. Dans 75% des cas, il s'agit d'AVP. 80% de ces patients souffrent également de blessures associées à la tête ou au thorax. Ce sont ces autres blessures qui peuvent engager le pronostic vital du patient et ainsi détourner l'attention des cliniciens, induisant souvent un retard dans le diagnostic et la prise en charge de la fracture de la scapula. Ce qui est plutôt positif, c'est que la scapula a tendance à bien cicatriser, ne laissant que peu de problèmes de mouvement à long terme pour l'épaule. Il est essentiel, si vous identifiez une fracture de la scapula, de prendre en compte les fractures des côtes associées et la possibilité d'un pneumothorax. Il est important également d'évaluer si la glène est touchée, car cela peut entraîner une dégénérescence à long terme de l'articulation gléno-humérale. Sur l'incidence de face, à gauche, la ligne sombre fléchée indique une fracture non déplacée. Sur le profil de l'ami à droite, nous pouvons voir un trait de fracture à travers la base du processus coracoïde. Maintenant, regardez de nouveau le cliché de face. La flèche la plus à gauche indique cette fracture de la coracoïde. Remarquez comme la ligne claire horizontale est légèrement moins épaisse que celle juste à côté. Les ligaments coraco-claviculaires n'ont donc pas déplacé cette fracture de l'apophyse coracoïde. Notez également comme la rotation du patient raccourcit la clavicule et a tendance à élever son bord supérieur. C'est pourquoi il faut absolument se rappeler qu'il faut analyser le bord inférieur de l'acromion avec le bord inférieur de la clavicule pour vérifier l'alignement.
Veillez à ne pas confondre cette situation avec une subluxation légère de l'articulation acromioclaviculaire. Retrouvons notre classique quoi, où, comment. Quoi, donc des fractures, où, de l'épine de la scapula droite et du processus coracoïde. Comment, non déplacé. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a des fractures non déplacées de l'épine et du processus coracoïde de la scapula droite. Nous voyons ici une fracture comminutive de l'humérus proximal impliquant le tubercule majeur et le col chirurgical. La tête de l'humérus reste articulée avec la glène, il n'y a donc pas de luxation. Cependant, le col chirurgical chevauche de manière significative la tête humérale. Donc quoi? Une fracture comminutive. Où? De l'humérus proximal droit. Comment? Avec chevauchement. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture comminutive de l'humérus proximal droit avec chevauchement au niveau du col chirurgical. Une autre lésion très fréquente de l'humérus proximal est une fracture non déplacée du tubercule majeur. Il est très important de suivre les contours de la corticale osseuse à la recherche de la moindre rupture. Donc quoi? Une fracture. Où? Du tubercule majeur de l'humérus droit. Comment? Non déplacé. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture non déplacée du tubercule majeur de l'humérus droit. L'articulation de l'épaule est entourée d'une large capsule lâche. J'entends par là que cette articulation n'est pas serrée. Si la fracture est intracapsulaire, la graisse et le sang de la moelle osseuse du site de la fracture peuvent s'échapper dans la capsule articulaire, créant ainsi une lipohémarthrose. La graisse a tendance à se positionner au-dessus du sang et elle apparaît donc vers la partie supérieure de l'articulation sur un cliché d'épaule réalisé en position verticale. Le poids de la graisse et du sang peut déplacer l'humérus vers le bas, créant une pseudo-subluxation. Il ne faut pas confondre ce phénomène avec une luxation, car une fois la graisse et le sang résorbés, l'articulation gléno-humérale retrouve un alignement normal. Essayez de réduire chirurgicalement cette pseudo-subluxation, en pensant qu'il s'agit d'une luxation, serait préjudiciable pour le patient. Donc quoi? Une fracture et une lipohémarthrose, ou au niveau du col anatomique et du tubercule majeur de l'humérus droit. Comment? Impacté ou par impaction. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture-impaction avec l'hypohémarthrose associée au niveau du col anatomique et du tubercule majeur de l'humérus gauche. Les lipohémarthroses sont le plus souvent observées dans le genou, associées à une fracture du plateau tibial ou à une fracture du fémur distal, rarement à une fracture de la rotule. Elles ont également été décrites dans les fractures de la hanche, de l'épaule, du coude et du poignet. L'épaule pédiatrique peut être difficile à interpréter pour une personne sans expérience et les variantes anatomiques normales peuvent souvent être prises pour des fractures. Il est important de consacrer un peu de temps et d'insister sur l'apprentissage des noyaux d'ossification. La tête humérale s'ossifie vers l'âge de 6 mois, le tubercule majeur vers 1 à 2 ans et le tubercule mineur vers 4 à 5 ans.
Ils fusionnent pour former une seule épiphyse vers l'âge de 6 ans, et la fusion avec la diaphyse de l'humérus a lieu vers 18-20 ans. La physe du processus coracoïde fusionne entre 13 et 16 ans. On observe souvent une physe coracoïde supplémentaire à l'origine du chef-court du biceps brachial. La physe humérale proximale est représentée par deux lignes claires distinctes. La ligne claire inférieure, en particulier, ne doit pas être confondue avec une fracture non déplacée. Assurez-vous de maîtriser son apparence normale. Le noyau d'ossification de l'acromion apparaît vers 14 à 16 ans et fusionne vers 18-25 ans. Le processus coraco-claviculaire se présente sous la forme d'un petit morceau d'os sur la face médiale de la coracoïde, apparaissant vers l'âge de 13 ans. Vous souvenez-vous lorsque nous avons parlé des fractures de la clavicule en pédiatrie? Elles se produisent souvent au milieu de la clavicule, là où celle-ci chevauche les côtes. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir sur l'image une fracture non déplacée du tiers moyen de la clavicule. Très facile à manquer. La vue axiale de gauche montre bien la physe coracoïde qui apparaît à la base de l'apophyse coracoïde et qui fusionne vers l'âge de 13-16 ans. On observe souvent une physe coracoïde supplémentaire à l'origine du chef-court du muscle biceps, comme sur l'image de droite. La reconnaissance de ces formes normales est essentielle si l'on veut éviter les erreurs de diagnostic. Les fractures de l'humérus proximal sont biphasiques. En pédiatrie, elles sont plus susceptibles de se produire dans la deuxième décennie de la vie et sont plus susceptibles d'entraîner un glissement de l'épiphyse. Ce patient a une fracture qui s'étend à travers la métaphyse proximale jusqu'à la physe, ce qui serait classé comme un type 2 de la classification de Salter-Harris. Cependant, nous pouvons voir également un glissement de la physe, entraînant un déplacement latéral de l'humérus proximal. Donc, à proprement parler, il s'agit d'un Salter-Harris de type 1-2. Reprenons notre quoi ou comment. Quoi, fracture de type 1-2, Salter-Harris, ou de la métaphyse proximale de l'humérus droit. Comment, avec un glissement latéral et un chevauchement. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture de Salter-Harris de type 1-2 au niveau de la métaphyse de l'humérus droit proximal avec glissement latéral et chevauchement. La calcification de la coiffe des rotateurs est relativement fréquente. De nombreux patients sont asymptomatiques et la calcification peut donc être une découverte fortuite sur une image de traumatisme. Le plus souvent, la calcification se trouve dans le tendon sus-épineux, mais sans suivi échographique, et il est difficile d'en être certain. Regardons l'image de droite de notre patient atteint de polyarthrite rhumatoïde. L'insuffisance de la coiffe des rotateurs a provoqué une migration supérieure de la tête humérale, empiétant sur l'acromion. Nous pouvons également voir un grand éperon sous-acromial qui cause probablement des frottements. Rappelez-vous, il s'agit d'une migration ou subluxation et non d'une luxation.